Parfait. Donc moi, je m'appelle Bastien Mas, je suis délégué général de l'association ClassCode. Donc ClassCode, c'est une association de structures de l'éducation et du numérique qui s'est montée à la suite d'un PIA qui a démarré en 2015. L'objectif de ce PIA, c'était de produire des ressources éducatives libres sous forme de MOOC, donc de cours en ligne, euh, à destination des enseignants pour l'apprentissage du code, de la pensée informatique et de la robotique. Donc, on a produit ces ressources-là avec un consortium qui a grossi, puisque l'idée, c'était de produire des ressources euh, de bonne qualité scientifique, avec des laboratoires, avec des universités, avec l'INRIA, avec la Société informatique de France, qui soient accessibles. Donc, on avait besoin aussi de l'expertise d'animation, donc, qui était représentée par les fédérations d'éducation populaire, par des enseignants, par des structures qui faisaient déjà des activités de médiation scientifique. Et on a produit ensemble ces ressources pour essayer voilà, d'avoir un ensemble de contenus, de références qui puissent être utiles aux enseignants, aux éducateurs, aux médiateurs scientifiques ou le personnel de médiathèque, aux parents aussi qui peuvent s'intéresser ou aux élèves pour les plus grands curieux qui souhaitaient s'auto-former. Et donc, on a produit cet ensemble de ressources-là qui s'est étendu depuis. Et le but de l'association, du coup, est de structurer un petit peu toutes euh, ces structures qui travaillent ensemble pour faire vivre ces ressources-là, pouvoir les animer, en créer de nouvelles, proposer des formations, accompagner des académies pour former les enseignants ou les inspecteurs académiques, et puis aussi de faire remonter les initiatives ou les propositions des enseignants, puisque c'est que de la ressource éducative libre. Donc, on a aussi voilà, des activités qui sont créées par les enseignants et qui souhaitent les partager à leurs collègues ou avec le grand public. Donc, ce qu'on m'a demandé de faire aujourd'hui, c'était de faire un atelier de 3/4 d'heure, 1 heure, pour apprendre à coder. Ce à quoi j'ai répondu non, parce que ça paraissait un peu compliqué dans ce délai-là. Donc, j'ai essayé de recentrer ça plutôt pour vous faire une présentation un peu plus générale, pour aborder l'intérêt ou pourquoi on devrait se poser cette question-là, ou pourquoi on devrait s'intéresser à la pensée informatique ou à l'apprentissage du code de manière générale à l'école. Donc, je vais essayer de balayer un peu du premier au second degré. Je vais parler un peu de choses peut-être très simples que vous avez pu voir sur le fonctionnement des algorithmes. Et je vais essayer d'aller jusqu'à parler un petit peu d'intelligence artificielle. Donc, il y en aura un petit peu pour tous les niveaux. Je vais essayer de vous faire un fil rouge, puisque l'idée, c'est de montrer en quoi c'est intéressant de s'intéresser à ces questions-là et pourquoi ça ne s'arrête pas uniquement à l'apprentissage du code et qu'il y a tout un ensemble de compétences et d'intérêts à aborder ces sujets-là à l'école avec les élèves. Donc, je vous laisse déjà vous inspirer de cette magnifique citation de Gérard Berry et une illustration du jeu du robot idiot, qui est souvent le premier jeu qu'on fait pour comprendre le fonctionnement des algorithmes à l'école. Donc, c'est un jeu assez simple, qui se fait complètement en débranché. On essaye de faire un petit parcours sur le sol. On peut juste le dessiner ou avoir un tapis comme là, ou juste poser des objets un peu partout dans la classe. L'idée, c'est d'avoir un élève qui joue le rôle du robot, et les autres qui vont lui donner des instructions. Donc, le robot est idiot parce qu'il ne va faire que suivre les instructions qui lui seront données par les autres élèves. Donc, on peut donner plusieurs objectifs qui sont juste de se déplacer pour, par exemple, attraper un objet spécifique ou sortir d'un parcours comme un labyrinthe, ou alors répondre à un certain nombre d'objectifs sur le parcours. Le robot va suivre les instructions de ses camarades, donc on peut laisser vraiment complètement la classe libre d'expérimenter. Donc souvent, ce qui va se passer, c'est que ça va être compliqué de communiquer, on va avoir des instructions contradictoires, on n'a pas les termes, on va hésiter, on va se tromper, on ne va pas réussir à se mettre à la place de la personne qui bouge, on va se tromper entre les droites et les gauches, etc. Donc le but, c'est de laisser ça se passer et au fur et à mesure, de les laisser trouver des moyens de communiquer avec cette personne-là, d'être plus clair, peut-être d'avoir un seul leader, de se coordonner sur les termes qu'on emploie, gauche, droite, etc. Quand on le fait avec les plus petits, on peut même utiliser des bracelets de couleurs à chaque main et puis savoir où est la gauche ou la droite, ou utiliser juste les couleurs. Donc on va
voilà, expérimenter avec la classe pour qu'il puisse trouver un moyen de communiquer avec cette personne et de lui donner les instructions qui lui permettent de résoudre les objectifs qu'on s'est fixés. Donc rapidement, ce qui va se passer en général, c'est que on va réussir à maîtriser cette phase-là, on va réussir à trouver un moyen de communiquer et de résoudre les objectifs. Et on va avoir surtout tendance à utiliser un certain nombre de méthodes pour communiquer plus rapidement. Parce que si on donne les instructions les unes après les autres, bah, ça peut être long. Par exemple, si je dois avancer de 3, 5, 10 cases, on peut, voilà, au lieu de dire à chaque tour, avance une case, etc., on peut avoir envie de, par exemple, dire directement avance de 5 cases. Donc, ce qu'on est en train de faire là, c'est une boucle. On répète une même instruction qui est avance d'une case 5 fois. Et donc ça, c'est une boucle d'instruction telle qu'on peut la trouver dans un algorithme ou dans un programme informatique. Répéter une instruction 5 fois, une boucle d'instruction avec un nombre de répétitions. On pourrait aussi se donner des conditions. Par exemple, bah, avance jusqu'à ce que tu arrives au rocher ou au mur ou à la table. Donc ça, c'est une instruction conditionnelle. On continue à répéter et on fait cette instruction jusqu'à ce que quelque chose. On peut aussi mettre des alors, on peut mettre des sinon, on peut aussi anticiper la suite, avance jusqu'à ce que tu sois à la table, et alors tourne à droite et avance de 2 cases, par exemple. Donc ces éléments-là, là, les instructions simples avancent d'une case, les instructions conditionnelles avancent jusqu'à ce que, ou si tu si tu tapes le mur, alors tu tournes à droite, ou les répétitions. Ce sont les principaux composantes de n'importe quel algorithme. Donc on peut rajouter les variables qui, nous, là, dans notre jeu, vont ressembler un petit peu à des objectifs. Par exemple, si on doit ramasser un certain nombre d'objets sur la route. Donc, par exemple, on ne peut ne pas savoir de combien de cases on avance, mais on sait qu'une fois qu'on aura 3 objets, on est censé tourner ou on est censé sortir du chemin, par exemple. Donc souvent, voilà, c'est cette définition de l'algorithme, on utilise souvent la recette des crêpes parce que c'est une recette de cuisine ou c'est une suite d'instructions comme si vous donnez voilà, le chemin à quelqu'un pour rentrer, pour aller chez vous, par exemple, bah, ça, c'est un algorithme. Il va suivre les instructions pour arriver jusqu'à chez vous. Donc, comprendre ça, c'est pas très compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments, en fait, dans un algorithme. Un algorithme, c'est une suite d'instructions qui permet d'aboutir à un résultat et on va retrouver ces éléments de recette. Instructions simples, les conditions, les boucles et les variables. Une fois qu'on a ça, on peut faire à peu près n'importe quel algorithme et c'est la même chose qui marche dans un supercalculateur ou dans votre interphone. On va retrouver ce type de fonctionnement. Donc, pour comprendre les principes ou aborder certains principes informatiques, c'est pareil, il n'y a pas énormément de concepts à maîtriser ou de choses à aborder. Ça peut être des mots qu'ils peuvent comprendre, algorithme est sans doute le plus dur, mais derrière, on peut avoir juste la notion de langage, parce qu'on voit bien que c'est une question de communication. Quand on joue au jeu du robot idiot, on voit que le principal problème, c'est pas la compréhension de l'algorithme ou des instructions ou, ou la projection dans la résolution de problèmes. C'est vraiment la communication. Donc, il faut trouver un moyen pour parler, pour laisser l'autre comprendre les instructions et ce qu'on est en train de lui demander. Et on va mettre en place un langage spécifique. Donc, là, les élèves trouveront toujours une manière de communiquer, ils peuvent se coordonner ou pas, mais de toute façon, en général, on voit bien que les instructions, elles finissent par passer. En informatique, on va retrouver aussi cette notion de langage. Donc, soit par rapport à ce qu'on se représente, c'est-à-dire des langages différents, comme le Python est un langage, le PHP en est un autre, ou Scratch peut être un type de langage. Donc, on apprend un peu ça, un peu comme des langues pour communiquer avec les machines. Quand on le fait avec les tout petits, déjà, le principale chose intéressante, c'est qu'on voit que cette limite-là, elle est beaucoup plus floue. Si on prend des robots, par exemple, qui réagissent à la voix, pour se déplacer ou lancer des animations ou lancer des images ou répondre. Il y en a pas mal qui sont programmés en anglais, parce que ça reste la principale langue dans la programmation. Et quand on le fait avec des tout petits et qu'on apprend, bah, si on donne une instruction en anglais au robot et qu'il va avancer, bah, les mots qu'on lui donne pour qu'il fasse ça, lui, il n'a pas l'impression de parler anglais. Il va parler le langage du robot. Et on a
frontière beaucoup plus floue dans ce qu'on est en train d'appeler un langage informatique, parce que c'est juste un moyen de communiquer avec la machine. Et on peut jouer avec cette notion-là assez loin, parce que ce qu'on veut, c'est voilà, que l'autre puisse nous répondre. Donc on peut aussi aborder la notion des niveaux de langage. Donc les niveaux de langage en informatique, c'est la logique où plus on est proche d'un langage, enfin plus on est de bas niveau, plus on va être proche de la machine physique. C'est-à-dire qu'on est proche de la manière dont elle fonctionne concrètement avec de l'électricité, avec des choses qui ont une tension neutre, des choses qu'on n'a pas, avec des choses qui s'allument, des choses qui chauffent, etc. Donc c'est aussi l'intérêt de démonter des machines et de regarder un peu que physiquement, il se passe des choses derrière et que ça reste que l'électricité qui passe à travers tout un ensemble de circuits, et que c'est là-dessus qu'on interagit quand on donne des instructions. On coupe ou on allume des ponts, on ouvre des portes, c'est tout ce qu'on fait. À l'opposé de ça, on a les langages de haut niveau qui sont beaucoup plus proches du langage humain. Donc là, on va pouvoir quasiment parler normalement et faire du code en parlant normalement. Donc Scratch est dans ce type d'exemple-là, où on va avoir des blocs qui sont des mots, et on va empiler ces blocs pour constituer les instructions et faire un programme informatique qui utilise des mots et qui n'utilise pas de syntaxe, comme on se le représente souvent avec voilà, du code compliqué, où on va avoir un ensemble de règles à respecter pour écrire les instructions. Donc ce langage de haut niveau-là, on peut même essayer d'aller plus loin et de parler de certaines intelligences artificielles qui vont faire de l'interprétation du langage humain pour le transformer en code. Donc ça existe, vous en avez plusieurs qui sont en libre accès sur le web, où vous allez faire votre description de programme en disant, voilà, je veux un programme qui fait ça, voilà mes données, et j'ai envie qu'il résolve ce type de problème. On fait sa description juste avec un ensemble de mots, et il va nous générer le code qui correspond. On peut même choisir si on veut du Python, du Java, du PHP ou n'importe quoi. Et là, il va nous le mettre dans la langue, dans le langage de programmation. Donc c'est un peu la même chose que les traducteurs automatiques en anglais, quoi. On va avoir un résultat, on peut vérifier si ça marche d'ailleurs, ça peut marcher, mais on ne sait pas exactement si c'est bon. Il va falloir qu'on ait des compétences de relecture pour s'assurer que ça fasse bien soit ce qu'on veut, soit peut-être même potentiellement qu'il ne fasse pas des tâches supplémentaires qui seraient inutiles, voire même dangereuses. Donc là, on est dans des langages assez hauts, voilà, ce qu'on appelle les langages de haut niveau. Et ça, c'est aussi une manière de percevoir la langue qu'on n'a pas forcément quand on prend les langues parlées ou les langues étrangères. C'est en gros la proximité entre le côté matériel et l'expression de l'idée de l'autre côté. On peut parler aussi du coup des données, ça je viens d'en parler un petit peu, mais les données, on en a toujours, même dans des jeux aussi simples que ceux du robot idiot. Le robot, si on lui disait rien et qu'il avait les yeux bandés, bah, il ne pourrait pas résoudre ses objectifs. Il a besoin d'informations qui sont données là par les autres élèves qui vont tenter de communiquer avec lui. Plus il y a d'élèves, plus il y a peut-être d'informations. Elles ne sont peut-être pas toujours bonnes ou utiles. Il va falloir les trier, il va falloir les filtrer, il va peut-être falloir les ordonner. Et il va falloir suivre la priorité dans laquelle on va suivre ces instructions, et comment on utilise les données qui sont à notre disposition, donc de la lecture de l'environnement, des éléments sur le tapis ou ce genre de choses-là. Donc là, c'est fait par les élèves et avec des humains, mais on peut le faire avec une machine. On peut introduire la notion des détecteurs. On peut se dire, bah voilà, le jeu du robot idiot, on peut le faire par un robot, soit en le programmant avant pour qu'il suive le bon chemin, soit en analysant son environnement pour qu'il puisse résoudre le problème qui lui est posé, et de poser, voilà, quelles données il a utilisées, parce qu'il pouvait voir un contact avec un mur, un objet rouge, une petite marque qui forme une ligne sur le sol et qui va suivre pour se guider. Tout ça, ce sont des données qui sont à sa disposition. Voilà, donc il n'y a pas, ce que je voulais exprimer, c'est qu'il n'y a pas énormément de concepts à explorer ou trop compliqués, et qu'on peut, ensuite, ça va être une variation de tout ça et un niveau de profondeur. Et en général, on va en rester à peu près à ces concepts fondamentaux. Et on peut les explorer de la primaire avec des tout petits jusqu'au lycée, en SNT, NSI et plus loin. On ne fait quasiment toujours ne parler
que de ces choses-là agencées différemment et surtout avec un niveau d'architecture ou un niveau de complexité différent. Donc, en exemple de jeu simple pour passer à l'étape algorithmique, je fais le jeu du Robrideo, j'apprends à me repérer, je comprends les recettes de l'algorithme, les instructions. Maintenant, j'ai envie de les utiliser dans un usage pratique. Donc, le jeu de Nîmes, c'est un bon moyen pour commencer parce qu'on peut l'amener assez loin, ce jeu-là. Donc, le but du jeu, c'est le même jeu que pour Fort Boyard. On a un ensemble d'allumettes. Deux joueurs jouent l'un contre l'autre. Ils peuvent prendre un, deux ou trois allumettes à chacun de leur tour. Et c'est celui, donc en fonction des variantes, soit celui qui prend les dernières a gagné, soit celui qui prend les dernières a perdu. Ça ne change pas grand-chose. Vous choisissez la variante que vous souhaitez. Le but, c'est d'essayer de prédire et de prendre un nombre d'allumettes qui nous permettent de gagner la partie. Donc ça, on peut laisser les joueurs, les élèves jouer. Il suffit de leur donner des petits bâtons ou n'importe quoi fait l'affaire. Et ils vont essayer de trouver des stratégies. Donc, ce qui est intéressant, c'est les niveaux d'apprentissage du jeu. On voit bien qu'ils comprennent des choses au fur et à mesure. Et le premier point important, c'est qu'ils puissent anticiper s'ils vont perdre ou gagner. Donc souvent, ça va se passer quand il va se retrouver avec 4 allumettes, par exemple. Donc soit ils vont se dire, bah, là c'est bon, j'ai 4 allumettes, quoi qu'ils prennent, je vais pouvoir prendre la dernière et donc j'ai gagné. Ou alors, au contraire, voilà, qu'il a perdu le jeu parce que de toute façon, il sera obligé de laisser des allumettes à son adversaire. Donc ça, c'est souvent la première étape qu'ils comprennent, c'est quand ils perdent, et avec cette limite un peu des 4, qui est le point de rupture du jeu. Le but ensuite, ça va être d'explorer avec eux ce que ça veut dire, en fait, ce que ça veut dire dans un ensemble plus grand. Parce qu'on ne peut pas s'arrêter de jouer, c'est pas on fait n'importe quoi jusqu'à ce qu'on soit proche de 4 et ensuite on essaye d'anticiper. Si on leur laisse le temps, ils vont essayer de le faire. Ils vont viser les 4. Au début, ça va être, ils vont jouer avec les 8 dernières et ensuite les 12 et ensuite les 16 totales qu'il y a. Donc, ils essayent d'explorer ça, de trouver des stratégies, de comprendre ce qui les fait perdre ou gagner. Et, euh, et ensuite, on peut expliquer que ce jeu-là, il y a une manière d'y jouer parfaitement et de gagner à tous les coups. Donc, avec une suite d'instructions facile, c'est-à-dire un algorithme assez simple, on peut expliquer à un élève comment il peut gagner tous les coups. Donc moi, quand je fais de la médiation, souvent, j'explique ces règles-là aux plus jeunes pour qu'ils jouent contre les plus grands, donc qui essayent de trouver des stratégies, alors que les autres ne font que suivre les règles. Il n'y a que 3 règles à apprendre, et ils vont gagner à tous les coups. Donc, la raison, c'est qu'il s'agit ici d'un jeu résolu. Donc, il y a plusieurs jeux résolus qui sont des jeux sur lesquels on a un algorithme optimal qui nous permet de gagner à tous les coups à partir du moment où on laisse l'adversaire commencer. Donc ici, les règles pour gagner, c'est de maintenir un écart de 4, parce qu'on a vu que c'était ça le point de rupture, et de le maintenir tout au long de la partie. Donc, si on le formalise simplement, c'est s'il y a 16 allumettes, par exemple, si l'adversaire en prend une, moi j'en prends 3. S'il en prend 3, j'en prends une. S'il en prend 2, j'en prends 2 pour maintenir l'équilibre. La manière mathématique de formuler ça, c'est on a besoin de la réponse de l'adversaire. En fonction de ce qu'il a pris, on va faire 4, qui est mon objectif, moins la réponse de l'adversaire. Là, vous avez une petite illustration donc là qui est sous Scratch, donc qui a cette logique de blocs qu'on empile les uns sous les autres. Donc vous voyez, c'est vraiment des phrases et il va faire suivre ces instructions au fur et à mesure. Donc là, la deuxième ligne, pour l'instant, c'est un nombre aléatoire entre 1 et 3. Donc, en gros, il joue au hasard, en prenant éventuellement des décisions qui peuvent paraître un peu idiotes à la fin et perdre alors qu'il aurait pu gagner. Si je remplace ça par mon 4 moins la réponse, et du coup, je vais avoir un algorithme optimal qui va gagner à tous les coups sans que j'ai aucune chance de pouvoir gagner la partie. L'idée de ce petit jeu-là, c'est de comprendre la logique d'un algorithme et qui peut être optimal, et c'est de pouvoir le formaliser, soit sous forme de règles, soit sous forme un peu plus mathématique, comme c'est le cas ici. Et ça, on peut l'implémenter soit sous du Scratch, comme je l'ai fait là, et on peut aussi le faire sous Python et laisser des élèves de collège se dire, bah voilà, le jeu, tu le connais, tu sais comment on peut gagner. Maintenant, je veux que tu puisses créer un algorithme qui te permette de mettre en place cette solution-là.
Donc l'objectif de vous présenter un petit peu cette vision générale des, euh, et puis des cas comme ça assez utilisés, c'est vraiment de vous donner une représentation de ce que c'est que la pensée informatique. Donc, on n'est pas en train d'apprendre, de former des futurs informaticiens. L'idée, c'est pas forcément le codage en tant que maîtrise d'un langage de programmation. L'idée, c'est de comprendre les concepts fondamentaux qui sont derrière le, le fonctionnement machine et la logique des machines. Parce que en se confrontant à cette logique-là, on va nous-mêmes développer des compétences annexes. Donc, ça peut être tout simplement de communication, comme on l'a vu, d'organisation, d'analyse d'un problème, de résolution de problèmes, de pouvoir mettre en place une stratégie, de repérer les données qui sont les plus importantes, de pouvoir les organiser, les traiter ou les communiquer correctement. Donc, on a tout un ensemble en fait, de compétences annexes qui sont liées à ça et qui nous permettent de comprendre vraiment le fondement de fonctionnement des machines qu'on va retrouver ensuite dans des applications complexes et qui peuvent sembler beaucoup trop complexes, comme les exemples d'IA ou de logiciels qu'ils peuvent utiliser tous les jours, ou d'algorithmes qu'on utilise tous les jours et sur lesquels cette notion peut paraître plus floue, plus lointaine, alors que le fonctionnement est exactement le même. Et ça peut être intéressant de se dire, mais alors du coup, quelles données il utilise et sur quoi est basé son choix de données et comment il va les orienter et pourquoi il me propose ce type de résultat ou ce genre de choses. Donc sur le jeu de Nîmes, l'étape d'après, c'est que une fois qu'on a la maîtrise de ce que c'est qu'un algorithme ensuite d'instruction, une fois qu'on est capable de formaliser un algorithme, peut-être même de manière mathématique, comme c'était le cas là avec le jeu de Nîmes, on se dit, bah ok, mais c'est moi qui ai travaillé jusqu'à présent. C'est moi qui ai mis du temps à faire des parties, qui ai généré des données en travaillant, en réfléchissant avec les autres élèves. J'ai mis du temps à peut-être formaliser ça sous forme d'un langage de programmation. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est peut-être automatiser ce fonctionnement-là et faire en sorte que peut-être que je peux mettre du temps à faire un algorithme qui va trouver la réponse à mon problème et qui va retrouver l'algorithme optimal, comme là, on l'avait dans le cadre du jeu de Nîmes. Donc là, on est en train de diriger vers un fonctionnement qui est plus proche des intelligences artificielles, dans le sens où on veut essayer d'automatiser cette exploration et cette découverte. Donc on peut aller jusque-là, soit de manière théorique, soit en programmant un peu. On peut même faire des choses intéressantes, même sur Python, parce qu'on peut reproduire des parties jusqu'à ce qu'on trouve, qu'on fasse émerger cet algorithme optimal. Donc sur des jeux simples et des jeux résolus, ça va assez vite et c'est pas gourmand en ressources. Forcément, il ne faut pas le faire voilà, sur le jeu d'échecs ou des jeux plus compliqués. Donc ça permet d'aborder avec les élèves une autre définition ou perception des algorithmes, qui sont ceux de l'intelligence artificielle, donc qui est difficile à définir. Donc c'est pour ça que je vais préférer vous proposer des petites opinions qui représentent un peu voilà, toutes les perceptions qu'on peut avoir de ce qu'on appelle intelligence artificielle. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi c'est difficile à définir, c'est que c'est une discipline qui a plus de 70 ans, qui a beaucoup évolué, qui a eu des phases technologiques de développement importantes, donc qui étaient voilà, dans les années 50, qui étaient les premières bases de ce qu'a pu constituer l'informatique après, qui ensuite on passe plus se développer pour et des raisons technologiques et des raisons de compréhension ou d'architecture qui étaient différentes. En gros, on a des vagues dans ce qu'on appelle l'IA en fonction des périodes et des technos et aussi des découvertes qu'ont libéré les choses et l'apparition ou la consommation, la production massive de données qui a aussi changé beaucoup les choses à partir des années 2000. Donc déjà, c'est de comprendre ça, cette notion de il y a des vagues, c'est une continuité, c'est juste une même techno qu'on tire. En fait, on est en train de faire la même chose, sauf que ça prend des noms différents. Et qu'on parle d'algorithmique, on parle de machine learning, où on va essayer de traiter automatiquement les données qui sont à notre disposition
de deep learning où on va avant tout exploiter les données en très grand nombre qui peuvent être à notre disposition et multiplier les apprentissages et multiplier les tests pour faire aboutir des solutions ou des méthodes qui nous permettent de résoudre notre problème. Tout ça, c'est à peu près la même chose. C'est pour ça que voilà, la définition l'IA, ça n'existe pas, émerge encore souvent parce qu'on peut le résumer à se dire effectivement, c'est peut-être aussi qu'un élément marketing et qu'en fait, c'est une longue histoire d'une techno qui a évolué des années 50 jusqu'à aujourd'hui. Pour le résumer sous forme de manière la plus générale et éviter certains problèmes, là, je vous ai présenté deux définitions. À savoir qu'il y a des définitions, il y a une définition européenne que je n'ai pas ajoutée là d'ailleurs, qui sont encore des choses qui posent problème hein, de définir ça pour justement les objectifs pédagogiques ou les objectifs européens. C'est vraiment des choses qui prennent du temps d'inclure tous les éléments et de ne pas tomber dans les pièges. Ils ont retiré la notion d'intelligence parce que forcément, c'est une des parties de la définition qui pose le plus de difficultés vu que on ne sait toujours pas exactement ce que c'est que l'intelligence. C'est compliqué de définir l'intelligence artificielle. Donc, un ensemble de techniques permettant à des machines d'accomplir des tâches et de résoudre des problèmes normalement réservés aux humains et à certains animaux. Donc, on est bien de l'ordre du mimétisme. Les réseaux de neurones ou de ce qu'on appelle le deep learning, c'est une image du fonctionnement d'un neurone, ce n'est pas biologique, il n'y a pas un vrai neurone dedans, il n'y a même pas non plus un neurone en métal ou artificiel comme on peut l'imaginer, c'est juste en gros le même fonctionnement d'un neurone qui sert de connecteur entre deux informations et qui va prendre une décision, en l'occurrence là dans les IA, de faire un choix ou d'imputer une valeur entre deux connecteurs. C'est la comparaison s'arrête ici. Donc, une manière intéressante d'explorer ça, c'est de parler, par exemple, des jeux. Parce que le jeu, voilà, que ce soit le jeu du robot idiot ou le jeu de Nîmes, ça reste des jeux. Et il y a des gens qui ont expérimenté, justement, les limites et de l'informatique et de ces intelligences pour explorer, dans la théorie des jeux, les capacités de leur modèle. Donc, on peut comparer les choses pour montrer un peu, voilà, historiquement ce qui se passe. Deep Blue, par exemple, c'est la machine qui a battu Kasparov en 97. Donc, vous la voyez en bas, là, qui est la grosse armoire. Donc, on l'a nourri de parties de grands maîtres. On lui a appris les ouvertures les plus courantes aux échecs et toutes leurs variations. On a essayé de calculer un maximum de positions par seconde et de suite du jeu pour évaluer les positions à long terme et des paramètres qui ont été rajoutés manuellement pour permettre à la machine de s'orienter et de prendre des décisions en fonction des coups. Donc en gros, un grand tableau d'expertise qui descend et sur lesquels on va explorer un peu toutes les branches pour voir ce qui se passe derrière. AlphaZero, qui est un modèle de deep learning, donc de réseau de neurones, qui a été créé par Google en 2017, avait une approche complètement différente. Le but, c'était, on lui donne les règles des échecs, on ne lui donne pas de données extérieures, il calcule moins de coups par seconde, et il va moins loin aussi dans ses strates. Quand on dit qu'on lui donne pas de données extérieures, c'est pas de données type partie ou ouverture. On l'a juste laissé jouer contre lui-même des millions de fois, et donc ça génère de la donnée. C'est ça, en fait, la donnée. Sauf que c'est de la donnée, on va dire, neutre, dans le sens où on le laisse explorer comme il veut et faire toutes les erreurs possibles et imaginables pour mettre au point des stratégies. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est très rapide. Voilà, en 9 heures d'entraînement, il avait retrouvé la plupart des ouvertures qu'on connaît depuis 2000 ans aux échecs. Il avait retrouvé certaines stratégies. Il avait mis en place surtout un style de jeu qui était un peu différent dans sa raison de percevoir en gros le plateau et les positions aux échecs qui ne sont pas celles que nous, on retient dans la théorie des échecs aujourd'hui. Donc en fait, c'est une autre manière de voir en donnant beaucoup plus d'importance à la position et au développement qu'à la valeur des pièces, puisqu'il y a des pièces voilà, qui valent entre guillemets plus cher
ou plus de points comme la reine ou la tour, voilà, sont des pièces qui sont estimées comme plus importantes qu'un pion. Et bah là, le fait de ne pas mettre ces représentations-là permettait à AlphaZero d'avoir une liberté un peu plus grande et de se dire, bah ok, là, je peux sacrifier une tour ou une dame parce que la position, elle est bien plus avantageuse à moyen ou peut-être même à long terme. Donc c'est ça qui a changé la manière de faire et qui faisait en sorte que AlphaZero battait toutes les machines de l'époque. Donc aujourd'hui, on ne joue plus contre des humains, hein. Ça fait longtemps qu'on ne peut plus jouer contre des machines aux échecs, ou à n'importe quel jeu d'ailleurs. Donc c'est des concours entre machines. Mais ça intéresse quand même les joueurs d'échecs professionnels dans voilà, l'exploration des stratégies qui sont mises en place par ces IA, parce que c'est comme un style de jeu, en fait, comme quelqu'un qui développe son propre style à travers les années, qui nécessite du coup de l'interprétation. Donc c'est le côté paradoxal de ces IA, notamment en deep learning, c'est que bah, on se retrouve à réinterpréter quelque chose alors qu'on a finalement codé cette machine, on lui a donné ses instructions, c'est nous qui lui avons donné son but. Mais la phase d'exploration et de test est tellement grande, donc elle peut même être opaque, c'est ça qu'on appelle les boîtes noires, c'est qu'on ne sait pas trop pourquoi ou quelle décision elle a prise, on ne peut pas arrêter le jeu et dire pourquoi tu as pris cette décision à ce moment-là, c'est l'héritage de millions d'explorations, et c'est pas si clair de pouvoir interroger cette décision-là en particulier. Et donc on se retrouve à faire de l'observation aussi, à réinterpréter ce jeu-là. Et finalement, dans les machines comme dans les échecs professionnels, les mots qui sont employés sont davantage de l'ordre de l'esthétique plutôt que de la maîtrise ou du fait que voilà, on puisse voir tous les résultats qui vont arriver dans les coups suivants. Voilà, un joueur professionnel peut jouer un coup et se dire que ce coup-là, esthétiquement, il est réussi, ou ça lui va, ou il y a une synergie, etc. Et celle des machines est différente. Donc souvent, quand les IA jouent contre des humains, elles font des coups qui semblent tellement surprenants que voilà, les joueurs ont un mouvement de rejet parce que pour eux, ça leur semble très bizarre de jouer ça. Et c'est pas une position dont ils ont l'habitude. Et voilà, cette analyse-là, elle est avant tout esthétique, plus que de se dire je sais pourquoi c'est bon ou pas. Donc juste très rapidement, j'ai mis ce tableau-là juste pour clarifier, éviter certains pièges. Donc sur la gauche, vous avez cet ensemble agrémenté de toutes ces strates d'architecture différentes qui sont liées à des technos différentes, à une évolution historique aussi, mais qui sont tous ce qu'on peut appeler une intelligence artificielle. Et à droite, donc tout ce qu'on a cité là, on est dans la zone grise en bas. Donc la théorie des jeux, les systèmes experts, les automates, ce qu'on appelle les intelligences artificielles faibles. On simule l'intelligence humaine, soit parce qu'on fait des tâches qui pourraient être réservées à des humains ou à des animaux. Euh, et on va mimer du coup cette impression d'intelligence. Et en haut, on a les choses qui, pour l'instant, n'existent pas et qui, selon certaines personnes, pourraient ne jamais exister. Donc, les intelligences artificielles dites fortes. Donc, du côté des froides, on a le fantasme Terminator et de remplacement ou de remplacement, voilà, comme là on le voit, ou des enseignants, ou des parents, ou des interactions sociales, en fait, qui est la partie vraiment compliquée, et d'autonomie totale, qui est aussi très compliquée. Et de l'autre, l'intelligence forte sensible, donc qui est plutôt le biomimétisme ou la conscience de soi, ou des IA qui auraient conscience qu'elles sont des IA et qui pourraient faire preuve d'une autonomie totale ou sortir du système pour lequel elles ont été conçues. Donc après, il y a des zones entre les deux, hein. Il y a surtout des questionnements qui se posent par rapport à nous en tant qu'humains. Donc voilà, par exemple, la ressemblance des androïdes trop forte avec les humains qui nous semble toujours dérangeante, l'impression de pouvoir discuter avec une intelligence artificielle, donc qui est le principe du test de Turing, où est-ce qu'on peut faire la différence entre si on parle avec une machine ou avec un humain. Sur l'intelligence sensible, on pourrait parler là des questions qui émergent de consentement du côté des intelligences artificielles. Euh,
Donc, c'est des questions qui se posent dans des rapports à des machines, à des algorithmes qui sont conçus pour répondre à une tâche, qui peuvent être posées sur les voitures autonomes, par exemple. Quelle est la responsabilité? Est-ce que ces machines ont une responsabilité légale pour les décisions médicales, par exemple? La question du consentement pour les robots sexuels qui sont équipés d'une intelligence artificielle. Tout ça, c'est des questions qui émergent, qui sont un peu la zone grise de réflexion, mais qui vient plutôt de l'humain et de ce que ça provoque comme interrogation vis-à-vis de sa propre intelligence ou sa sensibilité, plutôt que d'une limite technologique qui, pour l'instant, de toute façon, est exclue sur la partie de conscience ou de ce qu'on appelle une intelligence artificielle forte. Donc, pour revenir aux petites activités, je voulais vous présenter ça. C'est une activité en ligne qui fait partie du MOOC de ClassCode sur l'IA. L'idée, c'était qu'en 1 heure, on puisse explorer un peu un fonctionnement d'intelligence artificielle qui génère ou reconnaît des images, en passant un peu par toutes les étapes par lesquelles on passerait pour coder ce genre d'IA. Donc, d'utilisation des données, une fois des exemples, par exemple, plein de photos de chats pour générer ou reconnaître un chat. Du temps de traitement qu'il faut, donc la réflexion qui se passe, ok, je donne mes photos de chat, mais qu'est-ce qu'il fait derrière? Donc en gros, la comparaison, les tests, pour essayer de produire ou de reconnaître et de faire des essais-erreurs pour réussir à avoir un détecteur fiable. Donc ça, on l'a un peu symbolisé avec un petit temps de chargement. C'était juste pour montrer que derrière, il faut une puissance de calcul très importante, il faut beaucoup de temps, et il faut beaucoup de données. Il ne nous faudrait pas 10 images de chat, mais au moins 100 000 pour pouvoir faire ce travail-là. Et le modèle ensuite qui est généré, qui lui, du coup, ne consomme plus, qui est juste un ensemble de règles qui permet de détecter ou de générer ce qu'on lui a demandé de faire. Ça permet d'explorer aussi un peu les limites, c'est-à-dire que si je lui donne que des photos de chat et de guitare, par exemple, et que je lui présente un piano, il va me dire que c'est vraisemblablement à 66% un chat. Parce que lui, il connaît que les chats et les guitares, et il va faire un choix entre ce qui ressemble le plus. Donc on sait aussi la limitation de ces programmes-là. Ils sont extrêmement performants pour faire ce qu'ils ont à faire, mais ils ne font que ça. Et ils peuvent pas sortir de ce cadre-là. Donc ça aussi, c'est des choses très intéressantes pour parler d'intelligence de manière globale, parce que c'est l'inverse justement d'un humain qui va être un peu nul pour un peu tout, mais qui peut faire plein de choses différentes. Même si on les fait moins bien que les machines, on est capable de passer de l'un à l'autre, de mélanger des choses, de faire de la mise en rapport sur des éléments qui sont censés être séparés. Donc ça permet aussi d'aborder éventuellement ces questions-là avec les élèves. Voilà, donc là-dessus, il y a des petites explications, il y a des petites vidéos contre-coupe qui expliquent tout, ça dure environ 1 heure. On va jusqu'à faire un détecteur complet. On peut même ensuite prendre des photos de soi et faire un détecteur, par exemple, d'un objet et d'un visage humain. On peut extraire ce modèle-là et l'utiliser dans Scratch ou pour faire de la robotique, pour faire, par exemple, des systèmes qui vont ouvrir des éléments ou permettre On avait par exemple une médiathèque qui avait utilisé ce système-là, où on présentait un livre de la médiathèque et ça donnait les indices suivants pour faire une chasse au trésor. Ce genre de choses-là. Donc on a recréé ça, il y a d'autres modèles qui existent, comme Teachable Machine qui a été créé par Google. Nous, notre système, il est intégré au MOOC et il est compatible RGPD, donc il n'y a aucune des images qui sont prises pour faire ces tests-là, qui sont conservées à la fermeture du navigateur. Des petits exemples en débranché. Donc, il y a plein de jeux différents en débranché pour parler d'algorithmie, pour parler d'intelligence artificielle, pour parler de mathématiques, faire du lien, en tout cas, entre la résolution de problèmes et la pensée informatique. Donc, ça, vous pouvez en trouver beaucoup sur le site de ClassCode en format activité. Sur l'IA, par exemple, on a celle-ci qui s'appelle l'Hexapound, qui a été inventée par Martin Gardner en 62. Et l'idée, c'était d'illustrer le principe d'apprentissage par renforcement des machines. Donc, qui est un système qui est utilisé en intelligence artificielle justement pour prendre des micro-décisions et essayer de construire un modèle. Donc, le jeu est simple.
Il y a un joueur qui va jouer les machines et l'IA avec les boîtes d'allumettes, et un joueur humain, ou un groupe de joueurs humains. Euh, un petit ensemble de cases de 3 par 3. On avance en ligne droite, on mange en diagonale comme aux échecs. Il y a 3 manières de gagner. Soit c'est de prendre tous les pions de l'adversaire, soit c'est d'amener un de ces pions sur la dernière ligne, donc dans le camp de l'adversaire, soit c'est de bloquer le jeu, donc que plus personne puisse ni avancer ni manger. Le joueur humain va commencer, parce qu'on a besoin de données pour démarrer le jeu. Le joueur qui représente l'IA va se référer à la boîte d'allumettes qui est à la position. On a tous les coups possibles dans cette position-là pour répondre à ce coup. Et dans la boîte d'allumettes, on a des petites perles de couleurs qui correspondent aux coups possibles. On se coupe, on tire au hasard, et on va jouer ce coup-là. Si on gagne la partie, on continue, on remet la perle dans la boîte, et on fait comme si de rien n'était. Ou même si le joueur adverse se trompe et fait en sorte de perdre, ça ne nous a pas fait perdre, on la laisse. Par contre, si le coup joué nous fait perdre la partie, du coup, on va retirer la perle de la boîte. Donc on vient en fait d'améliorer notre système de tri en coupant une branche de cet arbre des possibles, de cet arbre des possibles, en enlevant une possibilité qui nous fait perdre la partie. Donc en fait, les boîtes, il y en a 24, elles représentent toutes les positions possibles du jeu, donc l'arbre complet des possibilités de coups, et au fur et à mesure, en enlevant des perles, on va couper les branches qui nous font perdre. Donc on va recentrer ça vers un algorithme plus efficace, en l'occurrence optimal, parce que c'est un jeu résolu, comme le jeu de Nîmes, donc il y a une manière parfaite de jouer à ce jeu, et en enlevant tous les mauvais coups, on finira par aboutir à cet algorithme optimal. Donc c'est intéressant parce que c'est moins visible que pour Nîmes, où on a une règle qui est très simple, voilà, 4 moins la réponse de l'adversaire. Là, le chemin est un peu plus complexe, ce serait compliqué même pour nous de se rappeler de tous les coups optimaux pour chaque position. Là, on voit vraiment qu'on a ce tri qui s'opère et que la solution parfaite est en train d'émerger au fur et à mesure. Donc ça, c'est de l'apprentissage par renforcement. On reproduit des parties, on génère de la donnée grâce aux parties du joueur, on enlève les mauvaises options et on va trouver la solution. Donc ça émerge assez vite, hein, parce que si on enlève 7 perles, déjà ça devient extrêmement dur et ça converge à 12 perles. Donc 12 parties, pas 12 parties, mais 12 perles sorties, on a l'algo optimal. Donc ça va très vite, on peut faire ça en une demi-heure, jouer quelques parties et voir la difficulté augmenter assez rapidement. On peut expérimenter aussi d'autres stratégies. On peut aller vers des coups qui n'ont pas été joués ou explorés par la machine. Donc ça, souvent, les jeunes comprennent ça plus vite que les adultes. C'est que si je vais sur des scénarios qui n'ont pas encore été vus, j'ai plus de chances d'aller vers des scénarios où j'ai des chances de gagner. Parce que moi, la machine, je tire toujours au hasard. Eux, ils n'ont pas trop de problème à aller dans des situations où clairement, on verrait que si on jouait contre un humain, il y aurait un pion à avancer, on perdrait la partie. Alors que là, il y a encore la partie hasard, et il vaut mieux aller vers des boîtes où il y a plein de flèches et où il y a encore beaucoup de perles. On peut changer la pédagogie aussi, entre guillemets. On pourrait se dire, on fait du renforcement positif. Chaque fois que je gagne, je vais ajouter une perle de la même couleur que le coup qui m'a fait gagner. Donc je vais augmenter statistiquement mes chances de gagner. Ce ne sera jamais optimal ni parfait, mais je vais observer une amélioration. Voilà, là on a un exemple assez facile. Il y a de la donnée, c'est des parties générées. On doit explorer ces données. Donc il y a une manière de le faire, c'est les arbres de décision. Et il faut sélectionner ces données et avoir un modèle ou on va dire une méthode qui va nous permettre de trier ces informations. Donc l'apprentissage par renforcement en est un, et c'est un des algos qui est choisi pour faire de l'IA de manière générale et aussi même dans le deep learning pour justement prendre ces micro-décisions. Les algorithmes gloutons en sont un autre aussi. Je peux optimiser à chaque fois le coût dès que je peux le faire. Ce serait une autre manière de trier ça. Donc ça, on peut passer de ça à la robotique. Il y a des robots comme AlphaAI, par exemple, qui sont des robots pédagogiques qui vont apprendre de leur environnement en fonction des données qui sont à leur disposition. Et on peut choisir l'apprentissage par renforcement comme manière d'explorer ces données. Donc là, il va se balader, on lui dit « optimise ta vitesse », il va aller tout droit, il va foncer dans un mur, parce qu'il est enfermé dans une arène, il va essayer de tourner,
il va se coincer dans un angle, il va apprendre à faire demi-tour, il va apprendre à faire un rond, et ensuite il va élargir ce rond jusqu'à faire un rond parfait dans son arène, qui est la meilleure manière pour lui d'optimiser sa vitesse. Donc voilà, ça peut être... là, on voit en fait la manière dont notre logique qu'on a imposée à notre algorithme va permettre à une machine de produire un résultat au fur et à mesure et en explorant. Donc pour finir sur l'IA, si on n'est pas obligé d'aller techniquement aussi loin que ça, on peut juste l'utiliser comme support de réflexion avec les élèves aussi sur les compétences, sur ce qui les distingue de la machine, sur ce qu'elles font bien, sur ce que nous, on fait bien en tant qu'humains. Donc on pourrait se dire voilà, que les IA utilisent des données, elles sont habituées aux routines, elles sont bonnes dans l'automatisation, et que du côté des humains, voilà, la créativité, la dextérité ou les relations sociales. Donc ces limites ne sont pas si claires parce que on voit bien, par exemple, que y a des choses qui nous paraissent très simples, qui sont difficiles pour des machines, et il y a des choses qu'on met du point de vue de la créativité ou de l'imagination ou même de l'intelligence de manière générale et qui sont très facilement duplicables par des machines parce qu'en fait, elles reposent sur des règles tacites qui sont assez faciles à identifier. Donc ça peut être des pistes de réflexion sur ce que c'est que mon intelligence, sur ce qui me définit moi en tant qu'être humain. On peut parler aussi en IA, on est vite amené à parler aussi des animaux et du rapport avec les autres espèces, ce qui nous distingue, définit en tant qu'être humain. On peut parler d'orientation, on peut parler de métier. Donc là, je ne l'ai pas mis, mais il y a toute une partie où on peut parler soit des biais dans l'IA, soit de l'impact que ça a sur la transformation des métiers et des compétences. Donc, par exemple, voilà, quel métier a des données, de la routine et de l'automatisation ou nécessite de la dextérité et des relations sociales, par exemple. Donc là, l'IA, on voit qu'elle est plus susceptible d'amener à transformer le métier d'avocat ou d'assurance bancaire que celui d'agent de propreté ou d'agent d'accueil, par exemple. Donc ça permet de voir un petit peu la différence entre les métiers et que cette révolution industrielle, elle n'est pas du côté, elle n'est pas seulement sociale, elle est vraiment liée à ces compétences-là. Et qu'aujourd'hui, les métiers qui sont les plus transformés sont des métiers qu'on assimile à des métiers à col blanc qui sont voilà, des métiers qui sont de haut niveau scolaire ou de haut niveau d'expertise ne sont pas protégés parce qu'ils rentrent dans cette logique-là de pouvoir être automatisés, de faire face à une routine, d'utiliser des données qui sont la symbolisation de cette expertise et que ces métiers sont plus sensibles à cette transformation. Donc ça nous amène à pouvoir discuter éventuellement des compétences et de ce qui nous distingue de la machine. Donc, ce qu'on appelle les compétences du XXIe siècle, c'est une manière d'explorer cette réflexion sur ce qui me distingue de ce qu'un humain peut faire d'une machine et quelles seraient les compétences qu'on devrait renforcer pour préparer, soit faire face maintenant, soit préparer une évolution des compétences, de la manière d'apprendre et de la manière d'enseigner à l'avenir. Donc ça, c'est une des classifications qui est proposée. Il y en a plein d'autres, mais le principe est toujours le même. Et on va retrouver là-dedans le fait de développer la pensée informatique, la créativité, la pensée critique, la collaboration et la résolution de problèmes, avec un mix entre ces différentes compétences qui nous donnent d'autres manières de pouvoir produire, de mieux communiquer et d'utiliser les machines en tant qu'outils ou de conserver le fait qu'elles ne restent que des outils. Pour vous donner un exemple, il n'y a pas longtemps, je suis intervenu avec quelqu'un qui fait de la formation auprès d'élèves en école de design et graphisme, et il leur montrait Midjourney, qui est une IA qui a été assez à la mode cet été, qui génère des dessins ou des productions graphiques juste avec un ensemble de mots. Donc on met ce qu'on appelle un prompt, l'ensemble de mots, une maison au bord de la montagne avec une licorne et un fond de soleil dans le style de Picasso, avec un style peinture à l'huile, mais pas trop réaliste, et des tons cyan, voilà. Et il va nous faire exactement ce qu'on vient de décrire. On peut faire des variations, on peut faire plein de choses, et c'est
extrêmement réaliste, extrêmement bien fait, et déjà, c'est impossible de faire la distinction avec une production humaine, et c'est un niveau de qualité vraiment impressionnant. Donc, il leur montre ça, et il leur dit, voilà, ce genre d'IA, de petits logiciels existe. Il y a juste une phrase à mettre et il vous produit un truc. Et donc là, on voyait les réactions. Les premières années étaient super épatées et super partants, parce que pour eux, c'était bluffant et ils voyaient ce qu'ils pouvaient faire avec ça. Et les 2 ou 3e années étaient plutôt inquiets, parce qu'en fait, on venait de leur montrer quelque chose qui faisait mieux qu'eux en quelques secondes, ce qu'ils avaient mis 3 ans à apprendre. Donc forcément, le but, c'est de ne pas s'arrêter là et de dire, bah voilà, ça ne sert plus à rien, vous allez être remplacé par ce type de programme-là parce que c'est moins cher et que ça travaille mieux, etc. C'était que bah déjà, il faut l'utiliser. Ça reste un outil. Il faut lui donner des inputs, une logique. Il faut avoir une commande. Il faut savoir quels mots on va rentrer là-dedans pour faire en sorte d'obtenir le résultat voulu. Il faut que ce soit reproductible, ce qui est assez difficile. Euh, et donc, il a expérimenté avec eux pour leur permettre de voir un peu bah, les limites de ce qu'ils pouvaient faire avec ce genre de logiciel-là. Et en fait, ils ont défini un autre ensemble de compétences. En fait, ce qu'ils ont observé à la fin, c'est que parce qu'ils apprenaient là dans leur formation, c'était toujours utile, mais qu'il y a plein de choses qu'ils sous-estimaient ou qui étaient secondaires dans leur première perception, qui devenaient plus importantes. Donc, par exemple, ils ont prolongé des bâtiments, parce qu'on peut mettre une image réduite, et prolonger des bâtiments existants dans le style de designer ou d'architecte, par exemple. Ils ont produit des meubles en s'inspirant de matériaux. Donc on peut dire à l'IA, fais-moi un canapé en brocoli, et il va faire un vrai canapé en brocoli hyper réaliste, etc. Et les formes voilà, pouvaient être intéressantes pour eux. Donc ils ont reproduit ce canapé brocoli en vrai canapé brocoli en miniature, et ensuite ils l'ont reproduit en grand avec avec des matériaux en essayant de conserver bah, la forme, l'aspérité, etc. Donc on peut plus savoir que c'était inspiré d'un brocoli, mais en gros, ça leur a donné des idées. L'autre chose qu'ils ont appris, c'était la manière dont ils devaient filtrer les informations. Parce qu'avant, produire une image, bah, c'était 3 semaines, voire des mois de boulot, et on ne peut pas trop revenir en arrière, on peut modifier des choses, mais pas revoir le concept de fond en comble. Et du coup, le temps était dans le travail et pas dans la sélection. Aujourd'hui, on peut produire des centaines de productions en quelques secondes. Et donc, du coup, ça devient un travail de sélection. Qu'est-ce qui est intéressant dans telle image? Pourquoi celle-ci, elle est pertinente? Pourquoi celle-ci, elle est plus forte que l'autre? Pourquoi là, l'IA va dans la bonne direction et que je dois continuer de lui donner ces termes-là ou de faire des variations parce que je suis sur une piste. Donc, ça devient un jeu de piste, un jeu de... on voit bien que voilà, il faut de l'esprit critique, il faut une capacité d'analyser ce qu'on voit, il faut une méthodologie un peu plus expérimentale d'exploration. Et aussi qu'ils avaient besoin de davantage de culture de l'art, parce que c'était une toute petite partie dans leur programme, et sauf que pour discuter avec la machine, il faut connaître les styles, les époques, il faut connaître les artistes, il faut savoir que ce qu'on est en train de faire, en fait, ça correspond à un autre modèle, il faut pouvoir lui donner des termes qui l'amènent dans la direction qu'on veut pour se rapprocher de la production du style qu'on s'est fixé. Voilà, donc ils ont changé tout cet ensemble-là et ils ont appris en expérimentant avec cette machine. Là, je parle d'IA, mais ce serait pareil avec n'importe quelle machine. C'est ça le but, c'est d'apprendre. Le but de la pensée d'informatique, c'est d'apprendre et de s'inspirer du fonctionnement des machines et des algorithmes. Et ma dernière slide, puis après on peut discuter un peu. C'était juste pour vous présenter voilà, les contenus de classe code qui ont été produits jusqu'à présent. Donc, ils sont tous en ressources éducatives libres, gratuits, en accès continu. C'était produit avec des universités, des laboratoires de recherche, avec des fédérations d'éducation populaire, des gens qui font des animations aussi de médiation scientifique. Donc, tous les premiers c'est à peu près dans l'ordre chronologique. Si vous avez vraiment aucune base en programmation ou en pensée informatique, vous pouvez commencer par les premiers, découvrir la programmation créative, qui repose beaucoup des concepts de base que j'ai présentés là. Ensuite, le réseau, la robotique pour la communication machine, manipuler l'information qui est plutôt orientée éducation média, gérer un projet informatique avec des enfants qui est un MOOC plus pédagogique pour vous aider à mettre en place ce type d'atelier-là. Les derniers qu'on a sortis, donc SNT,
SNT NSI aussi qui est sorti, qui a été produit par l'INRIA, par le Learning Lab. Intelligence artificielle avec intelligence sur l'IA, et le dernier qu'on a sorti qui s'appelle Impact environnementaux du numérique. C'est designé pour des enseignants, des médiateurs ou des parents un peu curieux. En gros, toute personne relais qui veut maîtriser un sujet avant d'en faire des activités. Ah, bah on va se faire sortir. Désolé pour les questions, mais je peux rester Ah après oui, si vous en avez d'autres.